Bonjour à tous, c'est Double J pour Squash FM et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Roy Wilkins Auditorium à Saint-Paul dans le Minnesota devant un petit peu plus de 3500 spectateurs et un show qui démarre tout de suite. J'ai été surpris que ce soit l'opener et pas le main event, le match entre Kenny Omega et Swerve Strickland, challenger contre Executive Vice President, donc vice-président d'AEW. Si Kenny Omega perd, il doit confier ce rôle de vice-président à Swerve Strickland, et si Swerve Strickland perd, il perdra son rôle de challenger numéro 1 au titre mondial masculin au profit de Kenny Omega. Un match qui prend tout son temps pour démarrer, avec un Kenny qui prend l'avantage en début de match, jusqu'à ce qu'il tente un avalanche One Winged Angel contré par Swerve en back suplex pour remettre les débats à 50-50. En étant en dehors du ring sur le tablier, Swerve va agripper Aubrey Edwards pour qu'elle ne puisse pas voir le low blow de Swerve. Il va par la suite enchaîner avec un pile driver directement sur la barricade qui sépare la scène du public, directement, un spot assez impressionnant qui fait un peu peur à voir, mais visiblement pas de trop gros bobos pour Kenny Omega, parce que lorsque Swerve va essayer de terminer le match en se moquant de Kenny et en voulant lui piquer son V-Trigger, ça va réveiller l'ego de Kenny Omega qui va répondre par un V-Trigger de son propre cru, mais qui n'arrivera pas à placer dans un premier temps son One Winged Angel dans la foulée. Il va être contré par un Vertebreaker de Swerve, mais seulement pour un compte de 2. Swerve va commencer à s'impatienter après ça. Il veut tenter d'en finir, mais va se faire projeter dans les cordes pour un V-Trigger dans le dos, suivi du One Winged Angel qui cette fois connecte. 1, 2, 3. Kenny Omega reste Executive Vice President de l'Elite Wrestling et devient Challenger numéro 1 dans un super match d'un peu plus de 20 minutes. Donc ouais, match très très cool que je vous invite à aller regarder si vous avez l'occasion. De toute façon, dans ce show-ci, il y a 3 plutôt beaux matchs, en plus on des registres assez différents, donc on va pouvoir revenir les uns après les autres, mais un très très bon opener, comme je disais, un peu surpris que ce soit le match d'ouverture. On va en rediscuter de ça aussi, de l'ordre des matchs je pense, et un match plutôt sympa à suivre qui a une bonne dynamique et qui surtout a quelque chose à raconter, donc un match très très agréable j'ai trouvé. Will Ospreay qui réagit au discours de Pac la semaine dernière et lui réclame un match à Winnipeg. Ensuite, il va aller s'en prendre oralement à Moxley en étant un petit peu plein d'émotions. Voilà, il va parler du fait que c'était difficile de vivre sa blessure avec son enfant à la maison qui demande mais pourquoi tu restes à la maison alors que d'habitude t'es pas trop là. Il a dit que c'était une période qui était un peu dure à vivre pour lui. On peut le comprendre de toute façon. Les grandes blessures pour des catcheurs puis pour des amoureux du jeu comme Will Ospreay, forcément, c'est des moments qui, je pense, sont premier degré difficiles à vivre pour eux, surtout quand on est dans des grandes périodes de sa carrière. Et on sentait que pour Will Ospreay, on était sur un moment où sa carrière décollait complètement du côté de Elite Wrestling. De toute façon, ça a été une ascension quasi permanente depuis son arrivée dans la compagnie. Donc je pense que ça a été vraiment un moment assez difficile. Et on se sert de ça pour construire une rivalité qui fait sens contre Moxley. Donc ouais, un moment à plein d'émotions. Et donc Will Ospreay qui va défier Jon Moxley à Dynasty. Et d'ailleurs, en parlant de Jon Moxley, les Death Riders de Daniel Garcia, Jon Moxley et Marina Shafir vont inventer Skyflight de Dante Martin, Darius Martin et Zaida Steele dans un 3 contre 3 mixte. Match plutôt sympa à suivre, petite surprise de milieu de carte comme ça, où Zaida Steele va pas mal briller, beaucoup exposée, la jeune catcheuse marocaine qui va avoir l'occasion de pas mal s'exposer face à Marina Shafir qui va lui offrir un petit peu de place dans le match. Bien entendu, les Riders vont gagner alors que Darius Martin est piégé dans une soumission d'Ali Garcia. Moxley va lui placer un petit stomp. Mais une bonne surprise de milieu de carte comme j'aimerais en voir plus souvent. En plus, voilà, ça permet de mixer un petit peu les programmes, ça permet de construire un petit peu du talent féminin. Il y a Zaida Steele, voilà, qui traîne plus du côté de Ring of Honor avec justement Skyflight et Christopher Daniels pour l'épauler habituellement. Mais on lui offre un petit peu de temps télé, on essaie de l'habituer au public d'AEW. Et en plus, ça marche bien, elle commence à vraiment beaucoup progresser, à prendre beaucoup d'ampleur, donc c'est cool. Encore quelques temps du côté de Ring of Honor et je pense qu'elle sera prête pour All Elite Wrestling. Et bon, Marina Shafir qui commence vraiment à avoir une dimension sympa et surtout du côté des Striders, à voir comment ça va se passer pour elle parce que je pense qu'il y avait un programme avec Tony Storm qui s'écrivait et peut-être Ronda Rousey, même si visiblement rien n'était gravé dans la roche, comme dirait un certain groupe de rap. Mais c'est pas grave, déjà un bon match pour meubler en attendant la suite pour Marina Shafir. Et Moxley va prendre le micro. Il va répondre directement à Will Ospreay. Il lui dit que peut-être que Ospreay le prend mal, ce qui s'est passé entre eux,
Mais voilà, pour eux, c'était même pas personnel à ce moment-là. Il avait rien contre lui, c'était juste comme ça, il était sur la route, et donc il a subi ce qui se passe. Et il va accepter le challenge de Will Ospreay à Dynasty, et en lui disant juste, fais quand même attention à ce que tu dis, t'as eu des mots pas très sympas à mon encontre, et voilà. Méfie-toi, est-ce que c'est avec cette bouche-là que tu parles à ta mère? Donc voilà, Moxley qui met en garde Will Ospreay. Et ouais, un peu excité pour ce match-là, parce que c'est une bonne confrontation de style entre Mox et Will Ospreay, puis surtout, on n'a pas encore vu Ospreay sur des matchs longs suite à sa blessure à la nuque. Donc, est-ce que son style va particulièrement changer? Est-ce qu'il va pouvoir faire les mêmes choses qu'avant? Est-ce que ça va lui permettre de mieux gérer son rythme de match? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait reprocher à Will Ospreay avant. C'était que parfois, il était un petit peu trop foufou et qu'il avait une moins bonne construction de match, qu'il avait une moins bonne psychologie sur le ring. Là où Moxley est un expert à ce niveau-là. Curieux de voir ce que ça risque de donner. Je pense que ça va être un très bon match. Et ouais, bon, bah après cette Dynasty, de toute façon, la carte qui s'écrit semble prometteuse. Donc ouais, après c'est diète. Rocky Romero contre Mike Bailey. Victoire dans un squash pour valoriser Mike Bailey sur Romero. Ça, là pour le coup, c'est vraiment un match du meublage. Pas grand chose à dire, il s'est pas passé grand chose et le match sert pas à raconter quoi que ce soit. Il se passe rien avant, il se passe rien après. Si ce n'est qu'on reverra Mike Bailey un peu plus tard, mais ce match-là est pas dans le propos. Je pense que c'était juste pour donner une victoire à Mike Bailey, pour justifier ce qui va se passer ensuite. Mais je pense que c'est du temps d'antenne qui aurait pu être utilisé autrement. Le retour d'MJF après sa victoire contre Adam Page à Révolution, qui va en profiter pour lancer des pics à Adam Page et à Minnesota. Il va rappeler qu'Adam Page ne pourra plus jamais avoir une chance au titre mondial. Il va même en faire des caisses en disant que c'était un des matchs les plus faciles de sa carrière. Mais il va être interrompu par la musique de Kenny Omega qui va faire son entrée dans l'arène. Maintenant que voilà, il est devenu challenger numéro 1. Belle réaction encore pour Kenny Omega pour sa deuxième entrée de la soirée. Et Kenny va prendre un micro pour répondre à Maxwell. Il va dire que lui, il s'est jamais nommé lui-même dieu du catch professionnel. Mais comme MJF se réclame être le diable, bah, peut-être qu'au final, il va devoir endosser le rôle de dieu, le dieu du catch contre le diable, et Kenny va proposer à MJF de s'affronter à Dynasty pour le titre mondial masculin, et MJF qui va accepter le challenge. Et donc Kenny va proposer une poignée de main entre les deux. On connaît MJF, il va refuser, et il va juste quitter le ring. Mais voilà, petite construction comme ça. De toute façon, il n'y a pas tout le temps besoin d'aller beaucoup plus loin. Ça va surtout se construire, je pense, au fur et à mesure des prochaines semaines. Je trouve qu'on a trouvé une bonne accroche entre l'idée de faire du catch contre le diable. Donc, c'est une accroche qui va être plutôt rigolote à suivre, je pense, pour les semaines à suivre. Ouais, va falloir que MJF justifie son titre de diable. Bon, après, le match contre Adam Page, ça va pas être très dur. Comme ça arrive vite après Révolution, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre parce que là, ils ont quelques semaines où ils vont devoir meubler et ils vont devoir proposer quelque chose d'intéressant. Après, c'est Kenny Omega. Donc, aucun doute sur le fait que le match sera très bien. MJF, il est sur un début d'année qui est très très bien. Pour le coup, je pense que même ceux qui l'aiment pas trop peuvent apprécier quand même son début d'année où il est quand même plutôt agréable à suivre. Ouais, là pour le coup, c'est peut-être la meilleure confrontation possible que tu peux faire à l'instant T, je pense. Adam Copeland et Christian qui envoient un message à FTR en rappelant qu'ils s'en étaient pris à eux et à Beth Phoenix. Christian qui va dire que le plus grave, c'est que voilà, ils l'ont pas le drivé. Donc franchement, il peut pardonner de s'en être pris à Beth Phoenix, il peut pardonner de s'en être pris à Adam Copeland. Mais alors, avoir pas le drivé Christian Cage, ça, Christian Cage ne peut pas le pardonner. Et Copeland, lui, va dire qu'il aurait pu tout pardonner parce que lui aussi, il a été dans des périodes de sa carrière où c'était un méchant, où c'était l'opportuniste ultime. Mais voilà, s'en prendre à Beth Phoenix alors que pendant une période, elle les a nourris, il les a logés, ça, il peut pas le pardonner. Donc, clairement, il en veut personnellement à FTR. Il sait que c'est les titres par équipe mondiaux qui sont la chose la plus importante pour eux. Donc, il veut leur en priver et du coup récupérer les titres pour Adam Copeland et Christian. Je trouve que Christian Cage, il fonctionne comme ça. Fallait pas trop qu'il se pervertisse parce qu'il a trouvé vraiment un super personnage pour terminer sa carrière, Christian. Et bon, le fait qu'il y a un peu ce décalage entre Christian qui est très égoïste mais qui reste avec Adam Copeland un peu parce qu'il y a un intérêt commun. Et Adam Copeland qui est en mode, bon, c'est un salopard, mon partenaire, mais bon, j'ai besoin d'un salopard avec moi, donc ça me va bien. C'est une dynamique qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Et du coup, FTR qui va aller répondre en se présentant en haut de la scène. Ils vont dire qu'ils se sont débarrassés du poids mort qu'était Adam Copeland. Ils étaient capables de mettre un Pale Driver à Beth Phoenix. Alors de quoi sont-ils capables aujourd'hui contre Adam Copeland et Christian Cage?
Donc ouais, petit build-up entre les deux équipes. De toute façon, j'ai pas trop de doutes. FTR, c'est une très bonne équipe. Il y a quelque chose de très personnel à faire entre les deux. Et c'est rare d'avoir des choses aussi personnelles dans des matchs par équipe. Ça, en plus, ça avait bien enchaîné parce que la dernière fois, c'était les Bucks. Là, ça va être aussi très personnel avec Adam Copeland et Christian. Donc c'est rare que, en général, assez souvent, les matchs par équipe, ça se résume à quelle est la meilleure équipe entre les deux. Et là, pour une fois, il y a vraiment une grosse dimension personnelle qui est axée sur les 4 membres des équipes. Donc, j'aime bien qu'on arrive à trouver ça. Ça change un petit peu. Et ouais, ça, de toute façon, toujours pareil, hein. Là, pour Dynasty, c'est un match qui est intéressant. Là, on a 3 matchs annoncés pour Dynasty. Et c'est 3 matchs qui donnent envie d'être vus. Donc, pressé d'y être, de voir ce que ça va donner. Puis là, je pense qu'il va y avoir une construction qui va être un petit peu plus physique entre les deux équipes. Donc, ouais, intéressant, je pense. Mais d'ailleurs, pendant que FTR vont s'arrêter là, le thème d'Orange Cassidy qui va interrompre FTR. Et lorsqu'ils vont se croiser sur la rampe, Orange, il va légèrement pousser Stockley. Il va se faire repousser par FTR. L'arbitre qui vient les séparer, est-ce que c'est pour teaser un match par équipe entre les deux la semaine prochaine avec Roderick Strong qui est son partenaire du soir? Pourquoi pas, en tout cas, c'est une bonne manière de l'amener si c'est le cas. Et on va enchaîner sur le match entre David Finlay et Clark Connors contre Roderick Strong et Orange Cassidy. Match plutôt agréable à suivre, bien rythmé et dynamique. Orange Cassidy qui va subir la hit sur une bonne partie du match et subir le compte de 3 suite au full clip, qui est une suplex assistée d'un spear, comme là vous pouvez le voir sur l'image. Roderick Strong, lui, qui va vite se faire sortir du match et qui va rester un petit peu en dehors. Il aura pris des gros coups au milieu du match. Bon, c'est surtout pour mettre en avant David Finlay et Clark Connors, hein, pour le coup. On sent qu'il y a une petite période d'ascension et qu'il faut un petit peu meubler pour eux pour les garder à l'écran. On a envie de garder un peu d'une belle image pour David Finlay qui vient de signer. Là, on lui offre des jolies victoires. Je suis curieux de voir où est-ce que ça va mener parce que les titres par équipe, c'est un peu occupé. Est-ce qu'il y a quelque chose à proposer avec les titres trio? Ou est-ce qu'on en voit... Et actuellement, le titre continental est un peu mis au second plan du côté de John Moxley, vu que c'est très personnel contre Will Ospreay. Et il reste le titre international, mais je pense qu'on se dirige plus vers un Okada Takeshita, peut-être à la NSI. Donc, ou peut-être que ça va encore être temporisé, et à ce moment-là, un David Finlay contre Takeshita, ça peut être éventuellement intéressant. Mais c'est vrai que soit on part sur du titre trio, soit peut-être sur du titre international. Sinon, j'ai un peu du mal à voir vers quoi David Finlay peut se diriger. Les titres trio, ça m'a l'air d'être en tout cas un bon programme d'attente, mais il faudrait peut-être lancer ça dans pas trop longtemps pour que ce soit plutôt intéressant. Kyle Fletcher qui vient rappeler qu'il a battu son mentor Robbie Eagles à collision pour conserver son titre TNT et qu'il est toujours invaincu en un contre 1 en 2026. Il va dire contrairement à MJF et contrairement à Kenny Omega qui ont tous les deux perdu des 1 contre 1 en 2026. Et donc, forcément, en disant ça, il le dit pas innocemment, il veut se placer en tant que challenger dans la course au titre mondial. Encore un, j'ai envie de dire, mais tant mieux. C'est ce qui rend le tout intéressant. Pourquoi le champion TNT n'irait pas se placer comme challenger s'il est intéressé par le titre? Donc il a tout à fait raison. Et après ça, Takeshita va rejoindre Kyle Fletcher. Kyle qui dit qu'il veut pas que son amitié avec Okada se mette en travers de son amitié avec Takeshita. Et Takeshita lui va répondre que c'est ok pour lui. De toute façon, Protoshita, c'était arrivé en premier, donc pas de problème. Il pouvait peut-être y avoir, on pouvait penser qu'il allait avoir des tensions entre Fletcher et Takeshita, mais Fletcher, il a envie d'enterrer la hache de guerre avant même qu'elle soit déterrée. Est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? Est-ce que la trahison ne sera pas plus dure encore pour Takeshita quand Fletcher va lui mettre un coup de couteau dans le dos? Est-ce qu'il y aura vraiment ce coup de couteau dans le dos? Est-ce qu'il va devoir choisir? J'aime bien qu'on sème des petites graines à gauche à droite, que pour l'instant, on se ferme aucune porte. Ça fait un moment que ces tensions existent entre Takeshita, la Don Callis Family, Okada, donc je sais pas si ça va durer encore longtemps, s'il va encore y avoir beaucoup de choses à donner, mais peut-être un programme à créer quelque part, et je pense qu'on essaye de temporiser pour faire quelque chose de gros pour Lynn, mais attention à pas perdre trop de temps non plus, à pas perdre de l'intérêt. En tout cas, il va falloir essayer de garder les choses assez fraîches. Pour l'instant, le fait de se fermer aucune porte, c'est intéressant dans cette idée-là, mais il va peut-être falloir faire évoluer un petit peu les choses au bout d'un moment. Mina Shirakawa contre Tekla pour le titre mondial féminin. Pareil, vu que c'était pas Omega contre Swerve le main event, je pensais que ça allait être ce match-là. Au final, le match est relégué au milieu de carte. Mina Shirakawa qui doit maintenant s'affirmer par et pour elle suite à la longue absence de Tony Storm.
ce qui donne un match assez intéressant où Mina Shirakawa va quand même essayer de dominer. Elle va pas mal mener la danse pendant le cours du match et ça c'était assez intéressant à voir parce que souvent elle a un peu un rôle underdog et là elle va essayer quand même vachement de s'affirmer et j'étais étonnamment bien surpris. De toute façon depuis quelques semaines je suis agréablement surpris par Mina Shirakawa parce qu'elle est capable de proposer sur le ring. Tekla, c'est un peu pareil, même si elle, ça fait plus longtemps que là, on va dire l'effet de surprise est passé. J'attendais pas tant que ça de ce match. Au final, on a un plutôt bon match de catch entre les deux. Et un moment, arrivant en fin de match, Tekla, elle veut utiliser sa ceinture, mais l'arbitre va intercepter pour prendre la ceinture des mains de Tekla. Mais en fait, c'était une distraction pour sortir un point américain qui va lui servir pour la victoire et le compte de 3. Tekla qui n'arrive pas à vaincre Mina Shirakawa clean, mais encore une bonne défense de titre pour Tekla qui a un vrai bon règne. On sentait que c'était peut-être un règne un peu par défaut au démarrage. Et au final, plus le règne se poursuit, plus il est agréable à suivre. Donc continuons comme ça. Un peu déçu quand même que ce match-là, au final, ne soit pas le main event, vu que ce n'était pas Kenny Omega et Swerve et que tu avais besoin visiblement que Kenny et Swerve soient plutôt dans la carte pour construire le reste de ton show et faire un fil rouge. Mais du coup, ce match-là, comme il n'a pas particulièrement d'utilité pour la suite du show, je pense que ça aurait été un plutôt bon match en main event. C'est un match pour un titre mondial après tout. Donc ça m'aurait paru logique. Je trouve ça quand même dommage de le reléguer au milieu de la carte. C'est un match qui est censé être important. Et si tu veux éduquer ton public au fait que les matchs féminins sont importants, il faut que toi aussi tu leur accordes l'importance qu'ils méritent. Et donc, peut-être les imposer en main event. Surtout qu'on va le voir peut-être après, mais le main event, c'est pas les participants qui en avaient le plus besoin et qui c'était des participants qui auraient très bien pu se contenter de mid-card aussi. Kenny Omega et René Paquette confirment qu'il y aura une signature de contrat la semaine prochaine entre MJF et Kenny Omega, mais s'il y a contact entre les deux, le match sera annulé. Mike Bailey va rejoindre Kenny Omega pour rappeler que l'année dernière, lui et Kenny s'étaient affrontés à la Dynasty, et il veut se positionner pour devenir challenger en cas de victoire d'Omega. Il va encourager Kenny, il va lui dire que voilà, il pense qu'il va réussir à battre MJF, et la Basewood Machine va accepter le challenge entre guillemets de Mike Bailey en disant bon voilà, si je gagne, ce sera avec plaisir que je défendrai mon titre contre toi et tu seras le premier dans la file d'attente. Donc bon, Kevin Knight avait fait la même avec Adam Page il y a quelques temps. Là c'est autour de Mike Bailey. Et ben écoutez, pourquoi pas, en espérant peut-être voir ce match-là pour le titre mondial. Si c'est MJF, on va pas se plaindre non plus. Ricochet, qui vient contester sa défaite lors du 21 Blackjack en disant que voilà, il n'avait pas subi le tombé pour perdre son titre. Et il va encore également se mettre à parler du titre mondial de son côté. Il n'y a peut-être pas de site là, mais il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va se créer pour Ricochet. Donc, encore un qui vient se placer sur la course au titre mondial. Comme toujours, hein, c'est intéressant d'avoir de plus en plus de monde s'y intéresser. Ce que je trouve quand même un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas un côté, par exemple, surtout sur un Ricochet qui veut jouer un petit peu la carte du mec un peu malin, qui a un petit coup d'avance, de pas se placer plutôt sur le titre international ou continental, vu que personne n'est dessus sur ce titre-là. Ça aurait été peut-être rigolo de se dire, bon voilà, tout le monde, la course elle est un petit peu bouchée au titre mondial, moi je vais passer sur le côté, je vais aller prendre quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être intéressant aussi, mais non. Il veut également aller se mettre dans la course au titre mondial, et écoutez, pourquoi pas. Tu vas de voir les matchs que ça va donner, ça donne de toute façon des matchs un peu toutes les semaines intéressants, donc c'est cool à suivre. Et on va passer au main event, Rush contre Darby Allin. Très surpris de voir Rush en main event de Dynamite. Je sais pas si c'est arrivé depuis peut-être les premières années d'AEW, mais ouais, Rush en 1 contre 1 contre Darby Allin en main event, qui nous sortent un plutôt bon match. Match particulier parce qu'il y a des disqualifications, mais il n'y a pas de décompte à l'extérieur. D'ailleurs, Rouge va s'en prendre à Darby Allin avant même que la cloche ne sonne pendant son entrée. Il va se prendre un malin plaisir à balancer Darby de partout. Il va même lui ouvrir le front en partie suite à une projection dans les barricades. Mais ouais, Rouge très impressionnant sur la première partie de match. À titre personnel, j'aime beaucoup Rouge, donc je suis content de le voir en main event. Mais je me dis, ça aurait pu être un autre match, ça aurait pu être le match pour le titre féminin. Parce que sur un côté philosophique, ça aurait été mieux, à mon sens, de mettre le match féminin en main event. Maintenant, je suis très content de voir Rouge parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup et qui a l'occasion de sortir un très bon match contre un Darby Allin
qui accepte de faire l'espèce de sac à patates qu'on balance dans tous les sens pour Rouge, et ça c'est quand même assez plaisant. Et il y a un petit temps mort à un moment pour que les arbitres vérifient si Darby peut continuer suite au fait qu'il soit bien ouvert le front. Ils vont même lui mettre un espèce de gros pansement un peu moche qui va lui barrer quasiment la moitié du visage. Mais le public va en profiter pour lancer des chants Fuck Ice de manière assez organique. Je sais pas s'il y a quelque chose qui les a déclenchés ou quoi. Est-ce que c'est le fait qu'il est rouge et qu'il soit mexicain? Bon, après, Minnesota est un état qui est très touché par les raids de Ice. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait lancer les chants? Mais en tout cas, toute l'arène y mettait vraiment beaucoup de cœur. Donc, c'était plaisant à entendre. Et puis, c'est bien aussi, je pense, que ce soit pas juste les apparitions de Brody King qui cristallisent ces chants-là. Donc ouais, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Et ouais, cool de voir Rouge avoir autant de temps en Dynamite, surtout qu'il a bien l'occasion de briller, et Darby qui va subir sur la majorité du combat. Un main event qui est particulièrement violent, bah, comme on peut en avoir un peu l'habitude avec Darby Allin. C'est drôle de les voir jouer autour du fait qu'il n'y a pas de count-out, mais qu'il y a des disqualifications. Donc ils vont utiliser quand même beaucoup d'objets, mais sans jamais se frapper avec, mais surtout se projeter dedans, les utiliser comme appui. Il y a un moment où, là c'est ce que vous pouvez voir sur l'image, mais où Rouge va être assis sur une chaise à l'extérieur du ring, et Darby va en profiter pour faire un dropkick depuis le coin du ring. Donc moment assez percutant, assez intéressant. Darby va même le rebalancer sur le ring à ce moment-là, et va obtenir qu'un compte de 1. Rouge qui veut pas mourir à ce moment-là. Mais pareil, j'adore le fait que Rouge utilise des comptes de 1 dans les moments où voilà, si le mec il prend trop de temps pour faire un tombé, bah, il va se dégager à 1, et ça je trouve ça chouette. Et Darby qui va finalement réussir à l'emporter via un jackknife, alors que Rouge dominait la majeure partie du match, et que voilà, il semblait pas du tout à bout physiquement. Il montrait encore pas mal de signes de force, et s'il n'y avait pas eu de victoire surprise de Darby, le match, on sent qu'il aurait pu durer encore un petit moment. Mais donc victoire de Darby Allin sur un jackknife, match très très sympa à suivre et très très agréable, j'ai trouvé. Et alors que Darby va célébrer sur la rampe, il va se faire intercepter par Mark Davis, qui va tout de suite le pull driver sur la scène. Et visiblement, de ce qu'on comprend, c'était la requête d'MJF de la semaine dernière avec sa mallette d'argent, voilà, qu'il avait demandé à Andrade de récupérer pour Don Callis. Et en fait, on voit Andrade en fond qui lui semble pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer. Il s'en prend un peu verbalement à Don Callis. Je sais pas si ça va justifier un départ d'Andrade de la Don Callis Family, mais en tout cas, il commence à y avoir des désaccords. Andrade, lui, c'est pas vraiment le fait d'être méchant qui l'embête, c'est le fait d'être quasiment un larbin d'MJF. Il dit que voilà, lui, il veut le titre, donc s'il aide MJF à garder son titre, est-ce que ça veut dire qu'on va empêcher Andrade de prendre le titre également? C'est la question se pose peut-être. Mais donc voilà, Andrade, il est en train de se poser des questions vis-à-vis de la Don Callis Family, et c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant quand, de toute façon, t'es aussi nombreux, tu peux pas tirer dans le même sens pour tout le monde. Don Callis, il essaye de choper des fonds, et bah, t'as certains qui veulent leur réussite soit pécuniaire, soit professionnelle. Et on voit que les Rocky Romero, Mark Davis, Trent Barretta, Lance Archer, ils sont, voilà, s'ils peuvent amasser de l'argent, ils vont prendre. Et bah, ceux qui sont un petit peu plus pertinents actuellement dans la division solo, comme les Fletcher, Takeshita, Okada ou Andrade, et ben eux, ils veulent des titres. Donc à ce moment-là, ils sont prêts à faire une croix sur l'argent, et c'est rigolo d'avoir un peu ces dissensions entre deux branches de la Don Callis Family. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Curieux de voir ça. Un bon épisode de Dynamite. Pour la semaine dernière, c'était un petit peu plus calme, et là, cette semaine, on reprend vraiment sur des bonnes bases. On commence vraiment à construire Dynasty. Il y a quelques annonces, il y a déjà 3 matchs annoncés pour Dynasty, donc ça va être plutôt intéressant à suivre. À voir ce qui va être annoncé au fur et à mesure des prochaines semaines. Il va y avoir quand même du taf à faire sur ta division féminine, parce que sur les 2 premières semaines, t'as rien fait au niveau de cette division-là. Tekla vient de battre Minya Shirakawa, donc qui pour l'affronter à Dynasty? Est-ce qu'on remet Chris Statlander ou est-ce qu'on fait autre chose? Willow, pour le titre TBS, on la voit plus. Et on a vu rapidement Lena Cross et Megan Bayne la semaine dernière, mais pareil, pas vraiment de défense. Les petits trios sont portés disparus. Donc il y a pas mal de petites choses qui restent à faire. Attention parfois à pas trop tout mettre sur certaines choses. On a beaucoup vu Kenny Omega sur ce show. Il y a eu ce petit match-là dont on parlait plutôt du Mike Bailey contre Rocky Romero, qui servait probablement à filer une victoire à Mike Bailey pour le rendre crédible quand il allait demander à Kenny Omega un match pour le titre mondial s'il devenait champion. Mais est-ce qu'au final,
On avait vraiment besoin de ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu consacrer ce temps-là à nous montrer autre chose, à nous montrer Willow, à mettre un petit match féminin au milieu de tout ça pour faire une petite construction de mid-card. En tout cas, j'ai bien aimé le fait qu'on ait incorporé Zayd Assil et Marina Shafir à un petit match en milieu de carte. Ça permet au moins de les exposer sur le show, mais ouais. Attention à pas trop mettre tous tes œufs dans le même panier. Il y a d'autres programmes qui existent et voilà, t'as d'autres très bons catcheurs partout. Donc attention à pas se focaliser seulement sur un point. En tout cas, c'était Dumble J pour Squash FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap de Dynamite. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!